Bon, j'ai changé le titre de ce que j'allais dire. J'étais parti sur l'idée que Flavius Josèphe parle beaucoup de captifs dans l'histoire des guerres. Hein, c'est une grande source sur les captifs en général. Vous m'aviez, ceux qui étaient peut-être là il y a quelques mois, j'avais parlé de la tradition de Flavius Josèphe. Mais avant cela, j'avais un autre hobby qui était les captifs, en dehors de ces questions-là. Et je me suis dit que c'était l'occasion de fusionner les deux. Et je me suis dit, bon voilà, Flavius Josèphe, c'est formidable, c'est un captif. Et du coup, il parle des captifs, donc c'est très bien. Mais il fallait commencer par poser la captivité de Flavius Josèphe. Et je me suis rendu compte que c'est un sujet tellement vaste que cela suffisait. Et donc je suis parti d'une citation. Lorsque Flavius Josèphe s'adresse à Jean, l'un des révoltés après la destruction de l'Antonia, donc on est en août 70, quelques jours avant la destruction de Jérusalem, Titus envoie Flavius Josèphe sous les murailles pour essayer de le convaincre de se rendre aux Romains. Et à un moment, il dit une phrase qui est la suivante. « Puissé-je ne jamais vivre comme un prisonnier de guerre qui renie sa nation et oublie ses pairs ?» Alors le but de mon petit travail était de vous montrer que chaque mot de cette phrase est faux. L'argument, c'est de dire, voilà, je suis comme toi, donc fais comme moi. Si on regarde, les Romains avaient des règles assez précises, et pas que les Romains en fait, qui géraient la capture, la restitution, la libération, enfin tout ce qui tournait autour des prisonniers de guerre. Alors, pour aller vite, dans une guerre, il était considéré comme une règle normale propre au peuple humain, donc ce que les Romains appelaient le jus gentium, qu'on traduit souvent par droit international, mais il n'est pas fondé par des traités. C'est simplement les juristes romains qui constatent que les peuples organisés politiquement font cela. Et ce qui implique une réciprocité. C'est-à-dire que si les Romains capturent un ennemi, il devient un esclave. Mais les Romains considèrent que, de la même façon, si les ennemis capturent un Romain, il devient un esclave. Mais, alors, il y a un petit problème par rapport... Les sources juridiques qui expliquent ça sont toutes un peu plus postérieures, parce qu'elles ont été formalisées, notamment au VIe siècle, sous Justinien. Donc je vais passer sur ces difficultés-là, j'ai des réponses à un certain nombre de difficultés, mais je vais utiliser ces sources-là. Dans les Institutiones de Justinien, donc c'est le manuel de droit, mais il reprend des manuels de droit qui remontent à la République, on écrit les choses suivantes. Le droit des peuples, le jus gentium, est commun à l'ensemble de l'espèce humaine, car les peuples de l'humanité, parce que le besoin l'exigeait et par nécessité humaine, ont établi certaines choses. Et là, il y a une phrase formidable, souvent sous-évaluée. Des guerres, en effet, ont éclaté, et la captivité et la servitude, qui sont contraires au droit naturel, ont suivi. C'est-à-dire, c'est pas bien de faire des captifs, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que les humains entre eux se font la guerre. Et de là découle un certain nombre de règles. Alors, il y a une des règles qui fait qu'il ne peut y avoir de captifs, selon ces règles internationales, qu'entre des peuples ennemis. Il faut des ennemis, ce que les Romains appellent des hostes. Et donc, si je veux appliquer ces règles, en gros, l'exercice consistait à appliquer ces règles à ce qui s'est passé à Flavius Josèphe. Si je veux appliquer ces règles à Flavius Josèphe, il faut démontrer que dans la première guerre judéo-romaine, les Romains et les Judéens étaient ennemis, officiellement. Vespasien, mon argument dans ce sens-là est que Flavius Josèphe évoque deux points de départ de la guerre, soit le sacrifice païen de Césarée en 66, soit le moment où Vespasien débarque en Syrie. Mais déjà, il nomme cela une guerre. Et plus que Flavius Josèphe, Vespasien a tout fait pour présenter cette guerre comme une guerre juste contre des ennemis justes et légitimes. La Judée, c'est une province romaine. Normalement, on ne fait pas la guerre à une province. On met une révolte. Et par exemple, quand il y a eu la révolte des esclaves de Spartacus, Crassus n'a pas eu de triomphe. Mais justement, Vespasien a un triomphe et le Sénat lui accorde justement que c'était une vraie guerre. Donc en vrai, la question fait débat, mais Vespasien a réussi à convaincre tout le monde de sa vision des choses, c'est-à-dire que c'était une vraie guerre. Donc les Judéens capturés étaient des ennemis et donc des véritables captifs. Un point intéressant, c'est que Vespasien visiblement voulait absolument capturer à Iotphat, dont on a parlé précédemment, capturer Flavius Josèphe vivant. Et on le voit à deux choses, c'est-à-dire que la guerre était très très dure, il n'y avait aucune raison de l'épargner, mais en fait, il voulait ramener un chef ennemi, ce que les Romains font habituellement, il y a eu Vercingétorix, Jugurtha, pour l'exhiber lors du triomphe. Donc à ce moment-là, il y a encore Néron, ça aurait probablement été un triomphe de Néron, mais il fallait quelqu'un à exhiber. Donc, et c'est dit par Flavius Josèphe qu'il voulait le garder pour l'envoyer à Rome chez Néron, pour cet usage-là. Donc il envoie d'abord 2 tribuns, donc les plus hauts dignitaires militaires qu'il a. Flavius Josèphe ne se rend pas, alors je vous épargne les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie Nicanor, qui est aussi un tribun. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que Nicanor, on le voit 2 fois, si c'est bien le même. Une fois à ce moment-là,
qualifiés d'amis de Flavius Joseph. Mais alors moi, ma question, c'est comment un tribun romain dans l'état-major de Vespasien peut être un ami de Flavius Joseph. Alors, j'ai aucune explication. Il a été dit que c'était peut-être un Judéen, que c'était un Juif, mais en fait, on ne sait pas. Et moi, ça m'interroge quand même. Je creuse pas plus. On le voit réapparaître avec Titus sous les murailles où il est qualifié d'ami de Titus. Or, une fois que Flavius Joseph sera capturé, il semble que c'est Titus qui a le plus poussé à ce qu'il ait un sort plus favorable. Donc peut-être que Nicanor a été le lien entre Titus et Flavius Joseph et qu'ils ont ensemble formé une équipe de jeunes, c'était tous des trentenaires, qui ont été favorables à l'intégration de Flavius Joseph plutôt qu'à son exécution ou qu'à son envoi pour le triomphe. Alors la reddition, il y a toute une partie que j'épargne parce que vous y avez eu un exposé beaucoup plus intéressant avant, c'est qu'effectivement la reddition n'était pas évidente. Flavius Joseph a dû se justifier du fait que normalement il aurait dû se suicider et que cela aurait été beaucoup plus intéressant. Je reviens sur des détails plus concrets. Le premier détail concret, c'est la coercition. Comment Flavius Joseph a été tenu? Et dans le Contrapion, alors il mentionne sa captivité, je vais passer sur ce détail dans l'introduction, il mentionne sa captivité dans 3 documents, donc les 3 ouvrages parmi les 4 connus, son autobiographie, brièvement, le Contrapion, un peu moins brièvement, et la guerre des Juifs, beaucoup plus longuement. Alors les 3 témoignages sont pas forcément similaires, mais pas forcément contradictoires. Dans le Contrapion, il écrit « Capturé, je vécus prisonnier dans le camp romain. Vespasien et Titus, me tenant sous leur surveillance, m'obligèrent à être toujours auprès d'eux. » Donc c'était pas un prisonnier qui était avec les autres prisonniers, il était à l'état-major. « Enchaîné au début, plus tard délivré de mes liens. » Il y a 2 aspects, il y a une garde attentive, Épiméléias et Philasomène, dans l'autobiographie, sous la garde la plus stricte, dans la guerre des Juifs, Frourein, Auton, Meta, Passen, Asphélaïas. Donc il s'agit d'une garde opérée par des soldats romains. L'autre aspect, ce sont les chaînes. Et dans la guerre des Juifs, à un moment, il enjoint un Vespasien, il lui dit, garde-moi, hein, mais alors c'est au moment où il fait la prophétie, il va dire à Vespasien, voilà, j'ai été capturé par Vespasien, général, mais je serai libéré par Vespasien empereur. Il fait une prophétie sur laquelle je vais revenir. Et à ce moment-là, il dit, garde-moi auprès de toi. Il fait serrer mes chaînes plus fort. Et il indique aussi, donc toujours dans la guerre des Juifs, qu'il est dans les fers et sous bonne garde. Alors, il utilise, lorsqu'il raconte sa libération, toujours dans la guerre des Juifs, il utilise le terme peu commun, dans ce cas, d'alusis, qui désigne spécifiquement une chaîne métallique, pas forcément une chaîne de coercition, ça pouvait être un collier, mais c'est une chaîne forcément métallique. Alors j'ai pas d'image là, mais en fait les Romains avaient des menottes un peu comme les nôtres, sauf qu'au lieu, ils avaient souvent une barre au milieu, mais qui pouvait aussi être une chaîne. Mais ils avaient des objets assez élaborés, et on sait que l'armée romaine les faisait fabriquer, se fournissait et emmenait avec elle des chariots pleins de chaînes pour gérer les captifs. C'est une logistique qui est assez lourde, très 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 onéreuse, et qui visiblement ici bénéficie clairement de ça. Ce ne sont pas des liens de fortune. Sinon, il utilise tadesma, qui est le terme habituel qui correspond à invincula, qui est un terme un peu technique en latin. Donc c'est quand on est dans les chaînes, pour les chaînes pour punir les esclaves ou pour emmener les esclaves de leur lieu de capture à leur lieu de vente. Capturé, il a un entretien avec Vespasien où il fait une prophétie. Donc la prophétie que j'ai indiquée avant, il indique vraiment sur le ton prophétique, après 1 an, dans l'année, alors en fait ça sera dans les 2 ans, mais dans l'année, Vespasien sera empereur et je serai libéré par Vespasien empereur. Alors cette histoire de prophétie, au début Vespasien n'y prête pas d'intérêt, et un peu plus loin, alors c'est Flavius Joseph qui l'explique, d'autres prisonniers de Iotphate vont dire oui mais Flavius Joseph fait des prophéties qui sont justes. Et ça aurait convaincu Vespasien. Alors bon, ça convainc pas l'historien. Probablement, ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, une année a passé et que Vespasien est en voie de devenir empereur. Alors, c'est pas encore fait, mais on est dans l'année des 4 empereurs. Il est sur les rails et il y a par ailleurs, donc ça c'est le premier élément de contexte. Et l'autre élément de contexte est plus général. En Orient, depuis la défaite d'Antiochos III, donc là on remonte 2 siècles en arrière, toute une littérature de prophéties sibyllines qui annonçait la revanche de l'Orient sur l'Occident. Et dans tout ce corpus de prophéties, la Judée joue un rôle très important. Et ce que Flavius Joseph a fait, c'est plutôt que dire que le nouveau maître de l'Orient vient de Judée, sous-entendu un maître
anti-romain, Flavius Josèphe va reprendre cette série de prophéties très connues, y compris par les Romains, en disant Vespasien est en Judée, il va devenir empereur depuis la Judée, donc le nouveau maître du monde vient de Judée. Mais c'est Vespasien. C'est pas un anti-romain, c'est pas un successeur d'Antiochos. Abraham Chalit a démontré que cette tradition prophétique anti-romaine était largement connue des Romains, et Tacite, plus tard, qui lui-même était quindecemvir sacris facundis, donc une prêtrise romaine spécialisée dans les oracles, s'est renseigné sur cette tradition prophétique lorsqu'il était proconsul d'Asie. Donc les Romains connaissent cette tradition. Et donc c'est probablement cela qui explique le revirement de Vespasien. Dans la guerre des Justes, juste avant qu'il raconte sa libération, Flavius Josèphe écrit « Maintenant que de tous côtés la fortune avançait selon ses vœux et que les circonstances lui étaient pour la plus grande part favorables, Vespasien était amené à penser que l'Empire ne lui était pas échu sans l'assistance de la providence divine et que c'était quelque juste destinée qui lui avait remis le pouvoir universel. » Donc on voit bien ici que c'est la perspective de l'Empire qui fait que Vespasien écoute ces prophéties. Mais au moment où il raconte sa libération, il dit juste que ce sont d'autres prisonniers juifs, judéens, qui ont dit, Flavius Josèphe prophétise de façon correcte. Il a bénéficié d'un traitement de faveur. À partir du moment où Vespasien lui accorde du crédit, il lui aurait accordé des vêtements, notamment sur la demande de Titus. C'est une prévention intéressante parce que la nudité ou le fait d'être mal habillé, alors moi je connais des exemples plus tardifs dans la littérature, mais en général quand quelqu'un est mal habillé, on a quelqu'un comme ça qui se promène chez les Huns, qui voit quelqu'un qui parle grec mais qui est en haillons. Donc il se dit tiens, ça doit être un prisonnier. Et où la nudité, les prisonniers sont souvent représentés nus ou sont supposés être nus. Donc donner des habits de prix à quelqu'un, il est prisonnier dans les faits, mais on va contredire cela. Il lui offre aussi des objets de prix, tout en le maintenant dans les fers et sous bonne garde. Il lui fit cadeau de vêtements et d'objets de prix et le traita avec bonté et prévenance, Titus contribuant largement à lui obtenir ce traitement de faveur. J'ajouterais probablement avec l'intercession de Nicanor. Parmi les marques d'estime, il y eut probablement la possibilité de prendre des notes parce que Flavius Josèphe, dans le Contrapion, évoque le fait qu'il a observé l'empereur et qu'il a pris des notes durant sa captivité. Alors certains y ont vu les hypomnénata en araméen qui auraient été la base de la guerre des Juifs et qui auraient finalement servi de matériel plutôt pour l'autobiographie, mais là il y a un débat qui n'est pas le nôtre ici. Finalement, il sera libéré. C'est là que c'est intéressant. Alors, les captifs des Romains sont par définition les esclaves des Romains. C'est-à-dire, s'ils retournent chez eux, quelle que soit la façon dont ils retournent, qu'ils s'enfuient, qu'ils soient rachetés, s'ils retournent chez eux, ils sont libres, ils sont toujours libres. Et les Romains, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un captif romain qui est, par exemple, dans l'Empire perse, quand il revient, tous les problèmes juridiques sont résolus comme s'il n'avait jamais été parti. Donc, les Romains parlent de la servitude de l'ennemi, mais cette servitude est extérieure à l'ordre juridique romain. Et ce qui montre bien cette idée-là qu'on n'est jamais captif juridiquement, c'est que s'il meurt en captivité, même si c'est 5 ans après avoir été capturé, tous les problèmes juridiques sont résolus comme s'il avait été mort à la seconde de sa capture. Dès qu'un Romain est captif, dans le monde romain, c'est comme s'il était libre. Soit, quand c'est résolu, soit il est mort au moment de sa capture, soit s'il revient, c'est comme s'il n'avait jamais été parti. Donc, par contre, si un ennemi est capturé par les Romains, pour qu'il devienne libre à Rome, il n'y a qu'une solution, c'est la manumission, c'est-à-dire qu'il soit affranchi, selon une procédure juridique qui n'est pas forcément compliquée. Le juriste Pomponius le dit de la façon suivante: si un captif a été affranchi, manumissus, par nous, et qu'il arrive chez les siens, alors le problème est le suivant. Si un captif, un Romain, revient dans le monde romain, il faut qu'il montre la volonté de revenir, l'animus revertendi, la volonté de retour. S'il y a le signe qu'il était très bien chez les ennemis et que finalement il a un peu fait sa vie là-bas et que finalement il a des regrets, on a des exemples comme ça avec un prisonnier qui était chez les Perses et qui est revenu vers 90 ans, on peut soupçonner que il a eu de la chance parce que franchement il n'y avait pas de moyens. S'il ne montre pas cette volonté de revenir, il ne bénéficie pas de cette protection de la loi que j'ai indiquée avant. Alors, cette protection, elle porte un nom, elle s'appelle le postliminium. C'est-à-dire, c'est le postliminium qui fait qu'on va faire comme s'il avait jamais été captif pour tout ce qui est héritage, succession, etc. Il n'y a qu'une exception, c'est le mariage, mais le mariage romain se refait facilement. Enfin, c'est un problème un peu spécifique. Le problème ici, c'est que Flavius Josèphe, si on raisonne de cette sorte, il a franchement pas montré d'animus revertendi, de volonté de revenir, dans ce que les Romains considéraient, si c'est bien une guerre entre deux ordres juridiques différents, l'ordre juridique judéen. Puisque dès le début, il a tout fait pour être pour montrer sa participation, enfin son aide offerte aux Romains,
et finalement il a été affranchi, donc il est devenu citoyen romain. Et en plus il a été affranchi d'une façon où il était peut-être citoyen comme s'il avait été ingénu et non pas simplement affranchi. Mais ça, c'est cuit. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus dire, justement, comme il l'avait dit au début, puissé-je ne jamais avoir été prisonnier de guerre. Au moment où il dit ça, il n'est plus prisonnier de guerre, il est citoyen romain, et donc, c'est cuit, c'est ce qu'on appelle un transfuge. C'est le même mot en latin, transfugi. C'est un transfuge. Et un transfuge, il n'a plus de retour chez lui possible. Dans un sens, enfin, quel que soit le sens. L'affranchissement pose un problème un peu technique. C'est que c'est un passage qui est dans la guerre des Juifs. Alors, je cite. Titus, qui était aux côtés de son père, lui dit « La justice exige, père, que Joseph soit délivré de l'outrage en même temps que des fers. Et si non content de le désenchaîner, nous brisons ses fers, il sera comme quelqu'un qui n'a jamais été enchaîné. » Et Flavius Joseph rajoute « C'est effectivement ainsi qu'on procède pour ceux qui ont été injustement mis dans les fers. » Alors cette procédure, je n'ai trouvé aucune trace ailleurs. En gros, l'idée serait que Flavius Joseph, à ce moment-là, n'aurait pas été un affranchi, comme ce serait le cas, par exemple, pour un prisonnier de guerre normal, esclave des Romains, libéré, affranchi, mais qu'il aurait été comme un ingénu, c'est-à-dire quelqu'un qui est né libre, avec l'intégralité des droits. Donc ça serait une sorte de cadeau que Titus aurait obtenu de son père à ce moment-là. L'idée qu'il n'y ait plus de traces des chaînes, c'est que les chaînes laissent des marques physiques. C'est les gens qui sont enchaînés par les Romains sont marqués physiquement. C'était une façon de montrer qu'on ne voulait pas le marquer physiquement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un affranchissement complet. Il y a un autre élément, c'est qu'il a été affranchi. Alors, sur la route de l'Égypte, alors je rentre pas dans le détail chronologique, mais dans l'autobiographie, il écrit « C'est sur son ordre, Vespasien, que j'épousai une des captives prises à Césarée, une jeune fille du pays même. Elle ne resta pas longtemps avec moi, mais quand je fus rendu à la liberté et en route avec Vespasien pour Alexandrie, elle mourut. » Si on prend l'ordre, il est captif. Il épouse cette autre captive de Césarée. Alors il dit sur ordre, il y a une discussion sur ordre, est-ce que Vespasien l'a forcé ou pas, parce qu'en fait il y a un problème, c'est que les prêtres, ce qu'il est, de rang sacerdotal, ne peuvent pas épouser de captifs, parce que les captives en général ont probablement été violées, et que là il y a un problème. Mais il dit Parthénone en grec, donc elle est vierge. Elle est morte rapidement, ça n'a pas duré longtemps, et c'est Vespasien qui l'a obligée. Voilà, c'est un peu ce qu'il utilise pour se défendre. Mais il est captif, il l'épouse, il est affranchi, elle meurt. Et en fait, mon avis là-dessus, alors, c'est pas un connubium, c'est pas un vrai mariage juridique dans les formes. Mais pourquoi elle meurt ? C'est une jeune fille. La raison la plus probable, et ça c'est bien documenté, c'est qu'elle meurt en couche. Donc probablement, alors ça c'est peut-être le plus spéculatif, mais c'est qu'elle ait eu un enfant. Que pour cela, dans l'intérêt de l'enfant, pour que l'enfant soit aussi citoyen, il fallait qu'il soit affranchi. Et donc Vespasien lui a accordé de l'affranchir. Sauf qu'entre-temps, elle est morte en couche, ce qui est fréquent. Mais affranchi peut avoir un vrai connubium qui transmet les droits de citoyenneté à l'enfant, etc. Finalement, si je reviens à ma phrase, je passe sur d'autres éléments. Il aurait dû on pense que Flavius Joseph a participé au triomphe de Vespasien et Titus en 70. Et ce qui devait être très très compliqué, c'est qu'il devait avoir une très bonne conscience que normalement il ne devait pas être dans les gradins, dans le spectacle, mais en position de captif. Et qu'il a eu la chance que Vespasien ait changé d'avis. Pour résumer mon dernier point et en fait conclure, juste avant de se rendre à Iotphate, alors que Nicanos le presse et que l'hostilité de ses compatriotes dans la grotte grandit, il fait cette prière silencieuse à Dieu. C'est ce qu'il écrit, hein. Elle n'est pas silencieuse vu que qu'il la raconte. Puisqu'il te plaît de châtier cette nation judéenne que tu as créée et que la fortune passe toute du côté des Romains, puisque tu as choisi mon esprit pour annoncer l'avenir, je me rends de mon plein gré aux Romains et j'accepte de vivre. Mais je te prends à témoin que je quitte ce lieu non pas comme un traître, mais comme ton serviteur. Ton serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Et cette phrase, si je reprends la première phrase, puissais-je ne jamais vivre comme un prisonnier de guerre qui renie sa nation et oublie ses pères. En fait, ce que fait Flavius Joseph ici, ce que vous disiez avant, M. Boyarine, sur le fait qu'il ne faut pas voir ça comme judéen contre romain. En fait, il fait une triangulation. Dieu étant passé du côté des Romains, la bonne façon d'être juif ou judéen, c'est d'être romain, et pas d'être contre les Romains. Ce qui fait qu'il peut dire qu'il ne renie pas sa nation et ses pères, parce que sa nation et ses pères, Dieu est passé du côté romain.
Mais en fait, juridiquement, c'est ce que je vous expliquais avant, il renie sa nation et ses pairs puisque c'est un transfuge. Mais d'un point de vue moral, j'ose pas dire religieux, rester fidèle à Dieu, c'est passer du côté des Romains puisque Dieu est passé du côté des Romains. Voilà, ce qui fait que moralement, cette phrase n'est pas mensongère, elle va dans la logique de ce que démontre Flavius Joseph, mais effectivement, au moment où il la prononce, ce n'est plus un prisonnier de guerre, c'est un transfuge, et juridiquement, il avait, sur le papier, renié son appartenance à la communauté politique judéenne indépendante qui a existé un peu dans cette guerre. Voilà, merci, désolé d'avoir taillé à la hache dans la démonstration. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir, les Mitzrim tués et ces Juifs garantis. Rouez fort à contraire, et homme si veuille bâtir, qui fait avec le verbe